Eh bien nous voici dans le Bocage Nord à Tingebray dans Clé de Voûte sur RCF et sur la chaîne YouTube du diocèse de Sées pour une nouvelle découverte de notre beau patrimoine religieux dans l'Orne. Nous sommes ici devant la chapelle Sainte-Marie, un très beau lieu qu'il faut visiter quand on en a l'occasion, qu'on passe dans le secteur. Et nous sommes en compagnie de membres d'une association qui tient à mettre en valeur ce monument. Annie Mauduit qui est présidente de l'association. Comment s'appelle l'association? Les Amis de la chapelle Sainte-Marie. Voilà, elle existe depuis longtemps? Alors, elle existait sous un autre vocable, la sauvegarde de la chapelle. Et maintenant, depuis le mois de janvier, officiellement, ce sont les Amis de la chapelle Sainte-Marie. Voilà. Quels sont les buts de l'association? Alors, le but, c'est d'animer le lieu un maximum et pour attirer l'attention sur l'édifice qui menace ruine si on ne s'en occupe pas. Ouais. Donc en fait de faire vivre le lieu pour en parler le plus possible. Voilà. Alors je suppose que le lieu est très connu des habitants de Tingebray, de la région. Oui, extérieurement, mais pas tant que ça. De personnes ont eu l'occasion de rentrer dans les lieux parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était encore un lieu privé et qui n'était pas ouvert largement au public. Voilà. Ça veut dire qu'on peut le visiter dans l'année? Alors là, nous avons mis en place depuis très peu de temps des visites guidées. Donc Bruno Michel, qui est vice-président de l'association, a beaucoup travaillé pour être guide. Oui. Donc nous mettons en place des visites guidées tous les premiers dimanches du mois. Et puis en dehors de ces créneaux horaires, il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour réserver des visites autrement, puisque on espère avoir des visiteurs aussi en semaine. On arrive dans une période touristique, oui. Donc nous espérons bien avoir de nombreux visiteurs. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens à se casser le nez quand nous y sommes pour faire le ménage ou tout autre. Eh bien, il y a plein de gens qui sont interloqués par la présence de cette chapelle auprès de la chocolaterie, enfin voilà. Voilà, on a envie de la visiter. Voilà, qui ont envie de la visiter. Comment on appelle les habitants de Tingebray? Les Tingebrayens. Alors, Bruno, vous êtes Tingebréen? Non, pas d'origine, je suis Marseillais. Oui. Je suis très content d'être venu vivre dans le Bocage. Voilà. Donc vous êtes là depuis pas très longtemps et vous connaissez déjà plein de choses. 2 ans. Ouais. Je m'intéresse énormément à l'architecture, au patrimoine, aux arts, à la religion aussi. Ouais. Et ce lieu unique, véritablement unique dans tous les sens, m'a vraiment interpellé. Ouais. Bien sûr, on va le découvrir ce lieu, on va parler de sa riche histoire. Qu'est-ce qui vous attire dans ce lieu? C'est tout un ensemble, tout un style, toute une ambiance? Alors tout, déjà l'architecture est assez saisissante quand on pense qu'il s'agissait, on peut dire juste de la chapelle d'un collège, mais en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que ça. Le bâtiment en soi est saisissant et quand on apprend l'histoire de ce que ça a été, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc je me retourne et puis on a devant cette grande chapelle Sainte-Marie de Tingebray, on a une statue. Oui. C'est une statue de Jeanne d'Arc, oui, qui relève naturellement du culte de la sainte qui s'est développé à la fin du 19e siècle. Pour vous expliquer sa présence ici, je dois vous expliquer un petit peu le contexte. La chapelle, qui est assez impressionnante en soi, n'est que la partie survivante d'un immense collège religieux, oui, qui a eu un succès extraordinaire dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui a vraiment changé la vie de Tingebray et du Bocage. Beaucoup d'anciens élèves étaient très attachés au collège, ils avaient formé une amicale. Et l'amicale des anciens élèves, à la fin du siècle, en 1895, a offert cette statue au collège, naturellement dans le contexte du culte de Jeanne d'Arc. La statue était anciennement dans une des cours au fond, tout à fait à gauche de la chapelle, et elle a été déplacée ici en 1895. D'accord. Alors on va se rapprocher, on va rentrer dans cette chapelle Sainte-Marie avec vous, Annie et Bruno. Voilà. Alors on explique qu'il y a un peu de bruit, comme un bruit de ventilation, c'est dû à la chocolaterie, c'est ça Annie? Oui, nous avons la présence de la chocolaterie juste à côté de la chapelle, ce qui explique le bruit que nous allons entendre, qui sont les moteurs de refroidissement des conches. Alors en plus par la chaleur qu'il a fait ces jours-ci, eh bien
ça s'imposait complètement. Malheureusement, on ne peut pas faire arrêter les machines par l'usine facilement, parce qu'on interrompt la chaîne de fabrication du chocolat. Donc il faut vivre à côté de la chocolaterie. Alors on passe sous le porche, on voit la rosace de l'extérieur, mais on la verra peut-être de l'intérieur avec une statue de la Vierge à l'enfant. Hein. Tout à fait. En fait, la façade est assez intéressante parce qu'elle est typique, comme toute la chapelle, de l'éclectisme du style du 19e siècle. Elle est presque entièrement gothique, hein, mais elle a des aspects du 19e siècle, comme les deux superbes bêtes qui sont probablement des bêtes de l'Apocalypse, qui sont terrassées par Marie, et la statue de Marie elle-même est vraiment typique de l'art du 19e siècle. D'accord. Voilà, donc ça fait plus penser à une église qu'une chapelle, c'est grand quand même. Hein. C'est une très grande chapelle qui s'apparente plus à celle d'une église, effectivement, qui peut accueillir jusqu'à 360 personnes. Ouais. Alors évidemment, eh bien, c'est là la difficulté de maintenir le lieu en état, parce que cela représente un volume très grand, supérieur même à celui de l'église paroissiale de Tingebray. Par contre, en nombre de places, de fidèles possibles, c'est moitié moins quand même. D'accord. Alors, on va tout de suite se déporter vers une maquette dans l'entrée de l'église. Bruno, je vous donne le micro. Est-ce que vous pouvez nous détailler pendant que je filme? Merci. Alors, cette maquette qui a été réalisée au 19e siècle, à l'époque du collège, vous montre véritablement l'ampleur extraordinaire du collège. Parce que quand on parle de collège, si vous voyez des bâtiments, on est dans quelque chose de vraiment à une échelle extraordinaire. Et on voit l'importance que ça a pu avoir à Tingebray. C'est une initiative privée qui a été faite à la demande de 2 prêtres qui voulaient essayer d'apporter l'instruction à cette région, qui a été favorisée par l'évêque de Sées à l'époque, qui était très encouragé par l'évêque de Sées. Et c'est une institution qui s'est créée de toutes pièces, une confrérie qui a obtenu le soutien de la confrérie des frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel, et qui s'est beaucoup basé sur ce que les frères de Ploërmel avaient fait à tous les niveaux. On voit même que c'est assez comparable à la maison mère de Ploërmel dans l'architecture. Et le collège a été construit de manière très progressive, parce que vous voyez bien l'échelle. Vous imaginez que ça n'a pas pu être fait ça n'a pas pu être fait immédiatement. Et ça a été fait entièrement avec des dons privés de chrétiens du bocage qui voulaient que leurs enfants reçoivent une éducation chrétienne et une éducation tout court. Et ça a été fait aussi avec le soutien de communes environnantes qui souhaitaient avoir des instituteurs. Parce que le collège, dès le début, a eu plusieurs fonctions. Il devait former des enfants, donc leur apporter l'instruction, mais il devait aussi former des frères qui seraient eux-mêmes des enseignants. C'est-à-dire que les pères ont créé immédiatement un noviciat afin de former des frères qui avaient pour mission d'aller enseigner dans les écoles, de rayonner en fournissant l'enseignement principalement primaire dans les écoles. Et donc beaucoup de communes des environs ont volontairement financé la construction du collège dans l'espoir d'avoir des enseignants, ce qui s'est produit. Vous voyez donc la taille assez monumentale du collège, et vous voyez une chose qu'on ne peut plus voir malheureusement, c'est des différences assez importantes stylistiques entre la chapelle et le collège. Comme on l'a peut-être vu dehors, le collège est fait en granit, la chapelle est faite en pierre de Caen. Donc c'est déjà très important au niveau de différence. Le collège est dans un style très rigide, très austère, néoclassique. La chapelle est de manière très évidente une évocation néo-gothique du 19e siècle. Elle a été construite, il faut bien le dire, 15 ans après le collège, et pas par les mêmes personnes. L'architecte du collège était un des frères de Ploërmel, alors que l'architecte de la chapelle était le père Robert, le recteur du chapitre de la cathédrale de Rouen. Ce qui peut expliquer les différences stylistiques. D'autres choses frappent dans le collège, qu'on voit certaines d'ailleurs
encore sur le parvis où nous étions. On a voulu faire un parvis très impressionnant pour cette chapelle qui évoque clairement Saint-Pierre de Rome, hein, jusqu'à la présence de statues sur les chapiteaux des colonnes qui malheureusement ont disparu. Et donc cette immense institution était très intéressante parce qu'elle représentait vraiment le goût éclectique du XIXe siècle. On ne peut pas assez mettre l'accent sur à quel point elle a été importante dans la vie de Tinchebray et dans la vie du bocage en général. Pratiquement la moitié de la population sur 50 ans a été formée ici, la moitié des élites de la population, puisque le collège se spécialisait dans l'instruction du commerce, par exemple, et elle a donc formé beaucoup des élites de Tinchebray. Et le collège avait aussi un internat qui fournissait des études classiques, et on sait qu'il a été un pseudo-séminaire ou un pré-séminaire qui a fourni jusqu'à 250 prêtres au diocèse de Sées en 50 ans. Donc l'importance du collège est inimaginable de nos jours. Est-ce qu'il y a eu une période âge d'or, entre guillemets ou... Celle-ci, donc de la fondation de 1850 jusqu'à la dissolution en 1904. C'était vraiment l'âge d'or. Voilà, et bien maintenant on va se tourner vers... on est toujours dans le fond de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray. Alors on va s'avancer légèrement avant de faire une visite plus approfondie. Mais ce qui marque quand même Annie, c'est cette clarté. On a parlé de gothique, de style gothique. Évidemment, on a des grandes baies, des grands vitraux. Oui, oui, et en fait, c'est cela qui séduit beaucoup le visiteur. C'est surprenant de voir un édifice d'une telle clarté dans notre région. Donc édifié avec la pierre de Caen, comme vient de le souligner Bruno. Et puis c'est ce qui séduit également eh bien, les mariés, les futurs mariés, les fiancés qui choisissent tous de se marier ici plutôt que dans l'église paroissiale parce que bien, justement elle offre une esthétique qui est très séduisante et aussi le parvis qui pour la sortie des mariés est très adapté à ce type de cérémonie. Alors la nef est vraiment impressionnante, c'est une copie du style gothique, mais ce qui impressionne beaucoup les gens quand ils rentrent ici, surtout eu égard à l'exiguïté relative de la façade, c'est le volume immense de la nef. Elle est vraiment très grande, on a voulu naturellement faire une très belle nef gothique très réussie, ce qui est le cas. Le volume de cette nef, pour moi, parle du succès immense du collège qui, en 1867, avait 450 élèves. Quand même, avait formé 80 frères et donc c'était un très grand collège, pas du tout comme on peut l'imaginer maintenant. En outre, une des spécificités de la chapelle qui est très intéressante était que les pères fondateurs voulaient qu'elle fût ouverte à la population du lieu. Ce n'était donc pas dès le début juste une chapelle de collège fermée, seulement accessible au personnel religieux et aux élèves, c'était une chapelle aussi ouverte à la population, qui avait par ailleurs une église paroissiale, mais l'église était faite pour recevoir les fidèles aussi. C'est peut-être ce qui peut expliquer la taille relativement importante de la nef. Alors un mot peut-être sur les vitraux, et puis on va se retourner pour voir la rosace. Alors on va avancer un peu. Alors, on va même avancer jusqu'au cœur pour voir la rosace complète dans son ensemble. Voilà. Donc on disait dans la première partie que c'est en pierre de Caen, hein, c'est ça? Oui, c'est en pierre de Caen, oui. Donc, une pierre alors qui est très très lumineuse, mais qui a l'inconvénient d'être également très fragile et qui subit les affres du temps, de l'érosion, etc. Voilà. Alors, on se retourne évidemment, on a une magnifique rosace dans les tons jaune, violet, rouge, vert. Alors, il y a 3 rosaces en fait, une devant la nef et 2 autres dans chaque transept, qui sont en effet des triomphes d'art gothique comme les très belles fenêtres hautes. Il y en a 33 dans toute l'église et une quinzaine de fenêtres basses. Elles avaient toutes de beaux vitraux qui sont assez typiques de ce qu'on faisait au deuxième moitié du 19e siècle, avec des thèmes qui ne sont pas figuratifs, vous voyez, des feuilles, etc. Voilà, des motifs plutôt des feuilles, voilà. Voilà, c'est assez typique de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Toutefois, une bonne partie du vitrail a disparu dans un immense incendie qui a détruit
une moitié du collège en 1919 et donc malheureusement tout ça est incomplet. C'est ça, on a du vert blanc maintenant. Voilà, à la quelques place de ça. Les rosaces sont absolument splendides. On peut apercevoir les deux autres rosaces peut-être. Voilà, on va aller derrière. Ah voilà, donc elles sont, oui c'est ça. Elles sont magnifiques, oui. Leur spécificité. Ouais. Elles ont chacune leur spécificité avec des camailleux de couleurs différents. Et elles sont absolument sublimes. Les fenêtres hautes et les rosaces, un jour de soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donnent une lumière absolument exceptionnelle à la chapelle, qui est typique de l'art gothique. C'était ce que les gothiques recherchaient. Une chose que vous voyez aussi qui malheureusement manque et qui parle du succès du collège, c'était qu'à la tribune se trouvait dès 1878 un grand orgue de 22 jeux. Entièrement disparu alors. Entièrement disparu, qui avait été fait par un des plus grands facteurs d'orgue en France, le seul concurrent à Cavalier-Coll. Et donc, c'était vraiment un lieu prospère. Hein. Et on ne peut que regretter la disparition de cet orgue comme des statues qui ornaient le parvis, parce que naturellement, on ne voit pas la chapelle telle qu'elle aura été. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chapelles latérales, on a l'impression qu'il y a des séparations à chacune d'entre elles. Alors en fait oui, c'est une manière de concevoir l'architecture assez hybride parce que ce ne sont ni des bas-côtés ni des collatéraux, parce qu'un collatéral naturellement a une circulation entièrement ouverte. Là en effet l'espace est divisé en chapelles. Toutefois, les constructeurs ont voulu ménager au milieu de chaque chapelle un arc vide pour créer une perspective. D'accord, alors on va y aller peut-être. Alors la perspective, c'est plutôt à l'entrée. À l'entrée, on va repasser à l'entrée. C'est plus intéressant. Pour en profiter pleinement. Ça veut dire que peut-être il y avait beaucoup de prêtres à un moment, chacun avait sa chapelle, non, pour célébrer, ou ça explique ou pas? Probablement pas. On n'a pas de traces d'ornement particulier de ces chapelles. D'ailleurs, vous voyez on voit bien qu'il n'y a rien qui a été orné, à part les deux premières chapelles latérales. Il n'y a pas de reste de petits hôtels? Non, on n'a pas de traces d'hôtels qui auraient existé à l'époque ici. Les chapelles ont vraiment une fonction strictement décorative pour moi, à part les deux premières qui portent les hôtels privilégiés. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que ces chapelles sont donc dans un style très gothique. On voit les arcs brisés, etc. Or, on a voulu créer une perspective qu'on peut facilement qualifier de baroque. Allons jusqu'au bout. Et donc, c'est un style un peu hybride parce que ce sont des chapelles latérales, mais elles sont ouvertes. Et en plus, elles sont ouvertes par des baies vitrées aussi en haut. C'est quand même assez rare de voir ça. Enfin, tout à fait. En tout cas, dans l'Orne, en tout cas. Je ne sais pas si dans les diocèses voisins, peut-être. Mais... Alors, comme je vous avais dit, ça a été construit par le père Fulbert, qui était un des frères, le frère Fulbert, autant pour moi, un des frères de Ploërmel, qui était l'architecte de la congrégation de Ploërmel. Il faudrait voir d'autres chapelles qu'il a pu réaliser pour voir s'il a fait ça. C'est ça. Les statues sont aussi d'origine ou elles sont... Pas du début. Elles appartiennent à la chapelle, mais elles sont visiblement de la fin du 19e siècle. Elles sont de ce style académique qu'on a voulu appeler style sulpicien. Il y a une belle série qu'on voit dans des cartes postales de 8 anges, très beaux, qui sont couplés par deux. C'est-à-dire il y a 2 anges musiciens, 2 anges porte-glaives, 2 anges avec des encensoirs et 2 anges avec des phylactères. Et on en a perdu un, malheureusement. On ne connaît pas l'origine de ces anges. On sait qu'ils sont apparus à la fin du 19e siècle, mais on ne sait pas exactement pourquoi et comment. D'accord. On avance peut-être... Alors je vous suis, allez-y. On va de l'autre côté? Oui. Vous regardez la perspective ici, c'est beaucoup plus lumineux de ce côté que de l'autre. Oui. D'accord. Et alors ici... c'est vrai qu'on voit bien. Voilà. L'hôtel... Alors, il y a dans certaines chapelles latérales des statues qu'on retrouve dans beaucoup d'églises en France, naturellement Sainte-Thérèse. Évidemment, Sainte-Thérèse, oui. Toutes les églises normandes, mais pas seulement. Il y a une très belle Sainte-Thérèse à la cathédrale de Marseille chez nous. Et il y a le Saint-Curé d'Ars. De l'autre côté, juste en face, c'est ça. A priori, ces chapelles n'auraient pas été ornées à l'époque, sauf celle à laquelle nous arrivons ici, qui est une vraie merveille. Et qui a une importance capitale dans cette chapelle, mais pas seulement.
puisque c'est l'origine d'une dévotion qui est partie d'ici et qui a rayonné dans le monde entier et qui existe encore alors que la congrégation des Pères de Tinchebray a disparu. En fait, c'est l'autel privilégié et c'est l'autel Notre-Dame de la Bonne Mort. C'est en fait l'autel qui a donné son nom à la chapelle parce que la plupart des Tinchebréiens appellent la chapelle Sainte-Marie et ils ignorent que le vrai vocable de la chapelle, c'est la chapelle Notre-Dame de la Bonne Mort. Je vais vous parler un petit peu de cette dévotion très spécifique qui est partie d'ici. Elle trouve son origine au Moyen-Âge dans le besoin d'aider les gens à mourir devant la maladie, devant les famines, devant toutes sortes de choses. Et c'est une dévotion qui avait été développée par les jésuites. On trouve dans plusieurs églises jésuites dans le monde des autels de la Bonne Mort. Naturellement, on se réfère à la mort de notre Seigneur. Et la patronne de la Bonne Mort est toujours Marie, qui a eu elle-même une mort chrétienne et une bonne mort s'il en fut, et qui a été le témoin de la mort de son fils. Et donc la Bonne Mort est toujours placée sous la protection de Marie. Quand les prêtres ont fondé l'institution des Pères de Tinchebray, ils ont voulu, un des 4 prêtres a voulu placer l'institution sous la protection de Notre-Dame de la Bonne Mort. C'était le Père Giroux qui avait été formé par les jésuites lui-même. Et avant que la chapelle soit construite, déjà l'oratoire que les pères avaient, qui a disparu entièrement, était dédié à Notre-Dame de la Bonne Mort. Et il a souhaité que la chapelle le soit aussi. Cette chapelle latérale a été la première partie de la chapelle construite et bénie par l'évêque de Sées en 1864. Elle était donc dédiée à Notre-Dame de la Bonne Mort. Et quand l'évêque est revenu en 1865 pour bénir la nef, il a dédié la chapelle entière à Notre-Dame de la Bonne Mort. D'accord. Il faut quand même savoir que cette confrérie qui s'est créée pour aider donc les gens à mourir, et pour les aider à passer le cap de la souffrance, s'est propagée ensuite, dès 1904, dans le monde entier, grâce au soutien de Saint Pie X, qui a béni l'association Notre-Dame de la Bonne Mort et qui l'a déclarée universelle, et que même après la disparition des prêtres de Tinchebray, l'association Notre-Dame de la Bonne Mort a continué à exister, et elle est maintenant très active, très vivante en Pologne, par exemple, où des prêtres continuent à la propager, où elle a apparemment 300 000 fidèles. Et le père Hébert, qui est notre prêtre, nous a dit que les pères polonais sont venus ici en 2024, il n'y a pas très longtemps, donc pour se recueillir devant l'autel de Notre-Dame de la Bonne Mort. Donc c'est assez émouvant pour moi de savoir qu'une confrérie et qu'une dévotion particulière de la foi catholique est partie de ce lieu. L'autel est absolument merveilleux et il est lui aussi typique de l'éclectisme de l'époque. Vous voyez que dans une structure typiquement gothique, on trouve des caractéristiques très différentes, comme par exemple la Pietà, qui est d'un style académique typique du XIXe siècle. On trouve aussi des colonnettes en pierre qui rappellent le baroque. On trouve entre autres un superbe bas-relief ici sur l'antépendium qui représente la mise au tombeau, qui est de style romain, on va dire, qui rappelle les styles antiquisants du XIXe siècle. Et par exemple, il est coincé entre 2 arcs gothiques. Donc vous voyez, il y a un mélange assez extraordinaire qui est assez typique de l'époque. Et l'ensemble est toutefois très équilibré, très beau. Et encore en bon état quand même. Assez en bon état, malgré, comme le disait Annie, des infiltrations assez sérieuses que nous essayons avec la pierre de Caen, c'est sûr que... Avec la pierre de Caen. Voilà. Une chose assez belle aussi, qui est toutefois importante que pour les gens de Tinchebray, c'est que les pères ont tenu à avoir des monuments. Donc il y a un monument ici à la mémoire des pères de Tinchebray, des pères Notre-Dame de Sainte-Marie de Tinchebray, qui montre ceux qui sont décédés ici. D'accord. Et dans les 2 autres arches, il y a un monument des anciens élèves qui sont morts à la Première Guerre mondiale. Vous voyez par exemple ici un ex-voto à Notre-Dame de la Bonne Mort. BM Bonne Mort. Voilà. C'est quelque chose d'assez rare. Là, on entend les moteurs. Oui.
Voilà, alors on entend toujours un bruit de fond, mais c'est normal, c'est dû à la chocolaterie qui est vraiment de l'autre côté du mur. Alors on a mis à nouveau cet autel ici, dans cette chapelle latérale. Alors c'est l'autel de Saint-Joseph qui a toute sa place dans cette chapelle Sainte-Marie, parce que Saint-Joseph s'avère être aussi un patron de la dévotion de Notre-Dame de la Bonne Mort. Je vous ai expliqué la semaine dernière que la patronne était Marie, et Joseph a aussi été choisi comme patron de Notre-Dame de la Bonne Mort, parce que naturellement il a lui-même fait une mort chrétienne, parce qu'il a assisté Jésus et Marie, et donc on considère que c'est tout à fait, et c'est une évidence. Donc on a fait cet autel comme le pendant de celui de Marie, qui est dans le même style exactement, avec quelques différences, et il y a encore plus d'éclectisme dans cet autel que dans l'autre. Donc on a là aussi encore des structures gothiques. Toutefois, la statue de Joseph est naturellement très antiquisante. Si on n'avait pas la barbe et le lys, c'est qu'on ne pensait pas que ce soit Joseph, ça pourrait très bien être un empereur romain. Hein. Et on voit, par exemple, sur l'antépendium, on voit par exemple de très beaux bas-reliefs qui parlent de la vie de Joseph, naturellement. Il y a la fuite d'Égypte, il y a la mort de Joseph, qui est l'archétype de la bonne mort comme celle de Marie et comme celle de Jésus. Hein. C'est ça. Et il y a aussi l'enfance du Christ. C'est très intéressant parce que ces bas-reliefs sont là aussi très typiques, par exemple, de sarcophages romains. Toutefois, ils s'inscrivent dans des structures très gothiques. Comme vous voyez, ces quadrifoliums ici. Hein. En revanche, ces quadrifoliums sont entourés de peintures qui rappellent le style de Pompéi, qui devenait très à la mode à l'époque où on a construit cet hôtel et qu'on avait découvert il n'y a pas très longtemps. Et en outre, par exemple, il y a ces colonnes engagées, carrées, avec un triangle très mystérieux pour moi, parce que de premier abord, ça évoque un signe maçonnique, ce que ça ne peut pas être. Oui. Hein. Et donc, en fait, c'est un mélange de styles extrêmement bizarre. Alors, ça peut évoquer la Trinité. Ça peut évoquer la Trinité, parce qu'en plus, il y a le trilobe à l'intérieur qui évoque la Trinité aussi. Oui. Donc, c'est un style extrêmement mélangé et qui reste toutefois toujours très harmonieux. Vous voyez la beauté des bas-reliefs. Hein. Des tons un peu pastel. C'est très beau. C'est le style pompéien qu'on retrouve dans de très nombreux bâtiments du 19e siècle. D'accord. Donc l'époque, on rappelle, c'est... Alors, la chapelle Notre-Dame de la Bonne Mort que nous avons vue la semaine dernière, 1864, on ne sait pas la date de cet hôtel, mais ça doit être 1867, 68, 69. Il y a quelque chose de particulièrement important dans cette chapelle, à part Joseph, c'est le fait que c'est un mémorial de quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé à Tinchebray en 1944. Deux pères de Tinchebray, très connus, ont hébergé 5 juifs qui étaient recherchés par la Gestapo. Ils les ont cachés dans la crypte de la chapelle, que nous ne verrons pas aujourd'hui. Et ils ont été honorés après la guerre pour ça, parce qu'ils ont sauvé ces 5 juifs d'une mort certaine. Et c'est d'ailleurs des gens qui se sont occupés pas seulement des juifs de la chapelle ici, mais un d'entre eux, par exemple, s'est occupé de beaucoup de personnes âgées qui étaient restées dans l'hospice de Tinchebray après l'évacuation forcée de la ville. Et donc, c'était la seule personne à s'occuper encore de ces gens. Et ils ont été honorés très rapidement après la guerre. Et en outre, ils ont été déclarés justes parmi les justes en 2016 par les organisations compétentes de la communauté juive. Et donc ce mur de cette chapelle latérale évoque ces 2 hommes exceptionnels et leur acte de bravoure et de courage désintéressé. Voilà. Et la reconnaissance au titre de juste nous a valu un dessin de Chaunu. Il est paru dans l'Ouest France. Voilà. Alors on va se glisser sur le côté pour découvrir un autre hôtel latéral ici, dans un transept. Voilà. C'est vrai qu'il est
Davantage caché aux yeux du public, celui-là. Le transept à l'origine aurait été ouvert, je vous en parlerai. Les deux transepts actuellement et depuis probablement un certain temps sont fermés par des tentures. Il y a une discussion sur la possibilité de les garder ou pas. Et donc, la plupart des gens ne connaissent pas cet hôtel qu'on fait maintenant, qu'on montre dans le cadre des visites guidées. Cet hôtel de la Sainte Famille est lui aussi très typique de l'éclectisme du 19e siècle, parce que vous voyez encore, comme les deux autres hôtels, des structures gothiques, surtout des toits, des colonnettes, des arcs brisés, etc. Mais vous voyez des statues extrêmement académiques du 19e siècle. Malheureusement, il manque des parties, il manque des colonnettes. Vous voyez ici, à l'avant de l'hôtel, des colonnes qu'on peut qualifier de romanes. Et vous voyez ici certains ornements à motif de feuilles ou le treillis ici, par exemple, qui appartiennent vraiment plus à l'univers de Viollet-le-Duc dans sa reconquête du Moyen-Âge au XIXe siècle et qu'on trouverait plus volontiers à Pierrefonds ou dans un salon Napoléon III, vous voyez. Et donc c'est intéressant parce que c'est un mélange de styles. Cet hôtel a bien survécu. Il y avait un hôtel certainement de l'autre côté, dans l'autre transept, qui a entièrement disparu. Vous voyez au passage la taille des transepts, qui est comparable à la taille de la nef et qui montre globalement l'importance de l'église et de la chapelle et les besoins qu'elle servait. Parce que comme je le disais lors de notre épisode, il y avait on sait qu'il y a eu jusqu'à 475 élèves, il y avait une trentaine de pères, il y avait de nombreux frères, malgré les frères qui étaient envoyés enseigner dans d'autres églises autour d'ici. Et donc, l'église desservait en outre des fidèles de la commune. Et donc, il était nécessaire d'avoir cet espace énorme parce qu'il y avait beaucoup de gens qui assistaient à des services religieux ici. D'accord. Alors Bruno, on se retrouve ici dans la partie chœur de la chapelle Sainte-Marie de Tingebray. Vous avez encore pas mal de choses à nous dire, notamment sur cette partie ici. Oui. Alors en fait, il y a une anecdote assez intéressante qui a duré plusieurs années et qui a concerné la pratique des messes ici et qui montre à quel point le lieu était immense et desservait beaucoup de monde. La chapelle devait être aussi un lieu de culte pour la population, pour les fidèles de la commune, et la nef leur était réservée. Et théoriquement, d'après la volonté des pères à l'origine, on devait mettre dans les deux transepts dont je vous ai dit qu'ils n'avaient pas ces tentures et qu'ils étaient ouverts à l'origine, on devait mettre les pères et les frères d'un côté, les élèves de l'autre côté et les fidèles ici. Oui. On s'est aperçu que la disposition de l'hôtel tel qu'il était à l'origine, tout à fait au fond de l'abside, rendait impossible pour les gens, sur les côtés. Les gens qui étaient dans les transepts ne pouvaient pas assister à la messe véritablement. Donc on a déplacé l'hôtel ici, ce qui était assez là où nous sommes, qui était nous à l'époque, parce que c'est où on met les hôtels Vatican II maintenant, mais ça ne se faisait pas du tout à l'époque. On était dos au peuple. Exactement. Et donc on a déplacé l'hôtel ici pour que les trois parties de l'assistance puissent assister à la messe. On s'est aperçu, le célébrant s'est aperçu que ce n'était pas possible parce qu'il devait en permanence se tourner et qu'il ne pouvait pas faire participer 3 personnes, 3 chœurs, 3 assistances en même temps. Donc, on a décidé de changer encore une fois la disposition des choses. On a décidé de repousser les fidèles et de leur réserver seulement 60 sièges au fond de la nef. Ce qui n'était pas forcément injuste dans le sens où ils avaient déjà 2 églises paroissiales à Tingebray où ils pouvaient assister aux messes. On a remis tout le personnel et les élèves dans la nef et on a redéplacé l'hôtel au fond de l'abside. Donc ça a duré à peu près 1 an ou 2 ans d'approximation avant que les gens puissent être satisfaits de la manière dont on pouvait célébrer la messe ici. Donc, il y a eu un laboratoire de recherche liturgique, on peut dire. Tout à fait. Ça aurait été maintenant, on aurait mis des grands écrans de télé de chaque côté. Avec des haut-parleurs et des choses comme ça. Voilà. Oui, comme quoi, il y a toujours des évolutions, l'histoire n'est pas figée en Absolument, fait. tout à fait. Alors à notre connaissance, les pères qui n'ont jamais été très nombreux, parce que c'était l'encadrement, à notre connaissance, les pères de toute façon assisté à la messe dans les stalles qu'il y a ici, qui sont d'époque.
Et peut-être certains frères seraient restés dans les transepts, mais à ce moment-là, les transepts ont cessé de servir. Eh bien aujourd'hui sur RCF dans Clé de voûte et sur la chaîne YouTube du diocèse de Sées, nous terminons cette visite guidée de la chapelle Sainte-Marie de Tingebray, un haut lieu spirituel, une grande chapelle à découvrir qui est magnifique et qui a besoin aussi bien sûr d'entretien et d'être visitée puisqu'on peut la visiter régulièrement tout au long de l'année sur demande ou selon certaines dates. On pense aussi aux journées du patrimoine bien sûr. Nous sommes avec Bruno Michel et Annie Mauduit de l'association. Annie, vous êtes la présidente, Bruno vice-président, vous faites régulièrement des visites guidées. Les gens sont intéressés de découvrir cette chapelle? Très. Ouais. Comme Annie vous l'a expliqué, elle a une place particulière dans le cœur des habitants de Tingebray. Il y a encore maintenant des gens survivants ou des gens dont les parents ont été formés au Collège de l'Espérance, qui était l'héritier du Collège des Pères. Et donc les gens ont cette chapelle à cœur. Or, elle est fermée depuis un bon moment maintenant et beaucoup de gens se sont plaints de ne pas pouvoir la voir. C'est ça. Annie, peut-être on peut en profiter de dire un mot tout de suite sur la chocolaterie juste à côté. C'est aussi, alors c'est pas de l'art religieux, mais c'est quand même une réalité importante de la région. Oui, alors en fait, il faut préciser que cette chapelle n'est pas la propriété de la chocolaterie. Oui. Elle est appelée à tort chapelle de la chocolaterie par beaucoup de gens du coin. Donc elle est bien la propriété du diocèse. Mais pourquoi la chocolaterie est auprès? C'est parce qu'en 1919, il y a eu un important incendie dans l'aile ouest de la chocolaterie du collège, dans laquelle était installée une chocolaterie à la suite de l'expropriation des pères en 1904, où un ancien élève avait eu l'idée de préserver les lieux pour empêcher qu'ils soient spoliés en y installant une activité économique. Donc il avait eu l'idée d'installer cette chocolaterie dans l'aile ouest du collège. Donc, et puis en promettant au père de rendre les lieux lorsque les relations entre les congrégations et l'État se seraient pacifiées. Or, eh bien, entre-temps, donc cet incendie a eu lieu en 1919 et bien Monsieur Fortin, qui était directeur de cette chocolaterie, a transféré son entreprise dans l'aile est du collège. Et entre-temps, bien sûr, la chocolaterie a pris une grande ampleur, un grand essor, évidemment. À l'époque, quand l'incendie a eu lieu, il employait quand même 350 personnes. Donc ça représentait beaucoup de main-d'œuvre, quoi. Il était pourvoyeur de main-d'œuvre. Donc voilà. Ça le reste. Et aujourd'hui, ça reste le plus... peut-être pas le plus important, mais un des plus importants de Tingebray. Donc voilà pourquoi il y a cette chocolaterie auprès de la chapelle. Voilà. C'est ça, pour la petite histoire. Merci. Alors, on tourne la caméra, Bruno, et on se rapproche du chœur. Hein. C'est le fond du chœur, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et où est l'ancien maître-autel? Il est assez typique aussi de ce qu'on pouvait avoir à la fin du 19e siècle. Là, c'est à la fois une évocation néo-gothique et néo-romane. On voit typiquement les arcs brisés devant l'autel, mais on a une évocation des tentures qui est typique de l'art roman. Ou de la manière dans le 19e siècle, vous voyez, l'art roman, c'est presque sorti d'un opéra de Wagner, vous voyez. Et comme les peintures sur les colonnes, donc c'est du bois peint. Et ce qui est assez unique dans la chapelle, qui est entièrement en pierre, et on s'aperçoit qu'au-dessus et autour du maître-autel, il y a une structure assez importante aussi en bois peint, presque entièrement gothique. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les deux arcs de chaque côté du maître-autel sont aussi peints. Ça formait une masse de couleurs qui était la seule dans la chapelle, par ailleurs blanche, et il reste en outre des traces sur le fait que le déambulatoire aurait aussi été peint, au moins dans son plafond. Et donc ça aurait été quelque chose d'assez saisissant quand on entrait dans la chapelle de voir cette masse de couleurs au fond.
Donc ça, l'époque, c'est... Alors ça a été construit en même temps que la chapelle, donc à peu près 1865. Toutefois, une abondance de cartes postales de l'époque montre clairement que l'hôtel a été refait plusieurs fois, exactement dans le même style, mais avec d'autres conformations, parce que là, par exemple, il a 3 arches, et il en avait parfois 4, donc il y a un certain mystère sur quand et comment tout ça a été fait, mais quoi qu'il en soit, les modifications ont toujours respecté le même style. C'est assez travaillé. Très travaillé. C'est typique de l'art de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est toujours très ornemental et qui a tendance à piller les formes d'art précédentes. Donc là, le gothique, le roman, il y a même un peu d'art renaissance dans les chapiteaux. Et alors derrière, on a... Un très beau Golgotha, une très belle représentation du Golgotha qui n'est pas d'origine. Les vues de l'époque montrent clairement qu'il n'y avait pas ça. Il y a eu plusieurs représentations derrière le maître-autel à diverses époques. On voit une statue de Marie, on voit une représentation du Sacré-Cœur, on voit diverses choses et le Golgotha n'arrive que très tard. On ne sait pas exactement quand il a été mis ici et d'où il peut venir, mais c'est une très belle représentation. On voit même s'il n'était pas ici à l'origine, il est de cette époque, de très belles sculptures du style académiste de la fin du 19e siècle, qui sont tellement évocatrices alors que on ne voit pas de visage sauf celui de Jésus, et pourtant il y a une grande vie dans tout ce qu'on fait. Il y a un côté assez théâtral, où on voit même que Saint Jean a presque l'air d'un acteur, a une pose d'acteur du 19e siècle. C'est très imagé, on voit naturellement le crâne qu'on trouve souvent sur la représentation du Golgotha pour des raisons étymologiques, puisque c'est le sens du mot Golgotha et c'est le sens du mot calvaire, et aussi puisque la légende de certains docteurs de l'Église voulait qu'on ait retrouvé au moment de la crucifixion de notre Seigneur le crâne d'Adam sur la colline du Golgotha. Donc en fait, la représentation est très belle et complète, mais ça reste un mystère quant à son origine. D'accord. En tout cas, on a encore pas mal de couleurs sur les clés de voûte ou les voûtes juste autour. Tout à fait. Alors il y a eu malheureusement, comme on le voit, des dégâts des eaux assez substantiels que les différents propriétaires n'ont pas été en situation financière de réparer, mais on voit bien qu'une bonne partie du déambulatoire aurait été peint. C'est ça. Très bien. Alors sur les côtés, on voit comme des bannières qui font un peu de tenture, qui sont un peu partout. On va se promener. Il y a une explication ? Alors, on ne peut pas vraiment donner une explication claire. Comme beaucoup de choses qui se sont passées ici, il faut quand même se rappeler que le collège, comme tous ces collèges, étaient des institutions autonomes qui ne rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient ni aux autorités publiques civiles, ni aux autorités religieuses, puisqu'ils ne dépendaient pas du diocèse à l'époque. Et donc, très souvent, ils ne tenaient pas d'archives. Et donc, on n'a très souvent pas de traces claires qui documentent l'achat ou la fabrication d'une chose ou une autre. La chapelle est en effet nantie d'une très belle collection de bannières qui datent probablement du 19e siècle, qui sont dans un état assez moyen. Celles du chœur sont dans un état assez avancé d'endommagement. Ici, elles sont mieux. Elles sont très belles. C'est assez préoccupant parce qu'elles sont exposées à la grande lumière de la chapelle. Et voilà. D'un côté, naturellement, nous souhaitons les garder en valeur parce que ça serait vraiment bête de ne pas exposer ces bannières. D'un autre, on se dit que dans le temps, si on continue à les exposer pendues comme ça, telles qu'elles étaient à l'origine, elles risquent de disparaître assez vite. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Elles sont très belles. Il y a 2 ou 3 séries principales. Celles du chœur sont d'une autre série. Oui. Celles de la première moitié de la nef sont une autre série encore. Et il y a une série exceptionnelle sur la vie de Jeanne d'Arc, une série de 6 ici, qui pose un mystère.
Elle est très belle et elle est d'une très belle facture à tel point qu'elle a été empruntée pour une exposition sur Sainte-Jeanne d'Arc. C'est une série de 6, donc de très belles bannières. Et leur origine pose un mystère parce qu'on aurait pensé qu'elle aurait été de la propriété du collège, comme la statue de Jeanne d'Arc que vous avez vue sur le parvis. Or, c'est en fait impossible sur un plan chronologique, puisque celle que vous regardez maintenant date de 1909, date de la béatification de la Sainte. Or, en 1909, le collège n'existe plus. Il a été expulsé 5 ans plus tôt par la loi Combes. Et donc, par définition, ces bannières n'ont pas été commanditées par le collège et ne faisaient pas partie des collections du collège, parce qu'au moins une d'entre elles a été faite après la disparition du collège. Or, elles ont toutes été faites visiblement par le même artiste. On voit qu'elles sont de la même facture. Donc, on n'a pas de traces qui documentent l'arrivée de ces tentures. Et nous devons simplement être contents qu'elles soient là, mais on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi elles sont là. En tout cas, elles restent de notre responsabilité et il serait utile de pouvoir trouver une solution pour leur rénovation et leur conservation. Voilà, donc un petit mystère à éclaircir. Tout à fait. En tout cas, ça rejoint la statue de Jeanne d'Arc à l'extérieur. Absolument. Alors que la statue de Jeanne d'Arc à l'extérieur, en revanche, elle est clairement documentée. Comme je le disais, elle a été offerte par des anciens élèves et on sait la date à laquelle elle a été mise d'abord dans une des cours du collège et ensuite sur le parvis. D'accord. Un grand merci Bruno Michel pour cette visite guidée passionnante. Merci Annie Mauduit. Alors on rappelle le nom de l'association que vous présidez et ses buts. Les Amis de la Chapelle Sainte-Marie de Tingebray. Voilà. Son but, c'est d'animer le lieu pour attirer l'attention du plus grand nombre sur l'édifice et pour essayer même d'attirer l'attention de mécènes, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'argent pour maintenir cet édifice ouvert au public, parce que la toiture est en très mauvais état. Donc il va falloir envisager de gros travaux pour arriver à préserver le lieu, tout simplement. Alors pour ceux qui veulent vous aider ou vous contacter ou visiter, il y a des coordonnées, comment on peut vous joindre ou il y a plein de documents déjà sur Internet, sur la chapelle Sainte-Marie. Et puis on s'adresse, les Amis de la chapelle Sainte-Marie, grande rue, 112 Grande Rue à Tingebray. Ça arrive à la maison paroissiale. Et puis, ça nous revient, évidemment. Ce sera transmis. Voilà. Bruno, vous avez trouvé beaucoup de documents ici sur cette chapelle et sur les lieux. Enfin, vous qui êtes passionné depuis peu. Oui, il en existe quand même pas mal. Pour une institution qui était quelque chose de privé à l'origine, elle a attiré pas mal l'attention d'historiens et beaucoup de gens ont écrit des livres. D'abord, le dernier père qui avait animé le lycée de l'Espérance ici à la fin. Ensuite, récemment, un frère de Plohermel, le frère Berthe, que nous remercions grandement de sa contribution par l'écriture d'un nouveau livre sur la congrégation. Ensuite, il y a un livre d'une association d'histoire qui a été entre autres publié sous la direction de Gérard Villeroy, qui est notre historien local, qui m'a beaucoup aidé sur l'architecture du lieu. Il y a au moins 4 ou 5 ouvrages sur lesquels on peut se baser. Malheureusement, une partie n'est plus disponible actuellement. Et donc, on a bien écrit dans le passé sur cette chapelle, avec force détail, qui explique la vie assez extraordinaire du collège et de la chapelle. Voilà, cette chapelle Sainte-Marie de Tingebray, donc qui faisait partie de tout un ensemble. On l'a bien vu sur la maquette en début d'émission. Le collège des Pères Sainte-Marie. Ouais. Voilà. Si on peut juste finir sur ce qu'Annie disait, dans le cadre de nos missions, donc on veut faire revivre cette chapelle. Il y a bien sûr les visites guidées dont nous avons parlé. Il y a aussi des concerts, puisque nous faisons des concerts avec différentes chorales que nous espérons faire régulièrement au beau jour
jours parce que malheureusement la chapelle n'est pas chauffée, on ne peut pas faire des concerts à Noël. Très bien, écoutez, on souhaite une longue vie à l'association et puis merci de nous avoir fait découvrir ce très beau lieu, la chapelle Sainte-Marie de Tingebray. Merci. Merci beaucoup. à vous. Merci à vous.